m'appelle Apolline Vranken. Je suis architecte bruxelloise et féministe. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le béguinage de Bruxelles sous un angle féministe, justement. Souvent, en fait, les gens passent ici, mais ne connaissent pas l'histoire de ce lieu, de ce quartier, alors qu'elle est fondamentalement importante et fondamentalement féministe. La particularité vraiment des béguinages, c'est que c'était un mouvement, comme je l'ai dit, de femmes, mais semi-religieuses, laïques. Ça veut dire quoi? C'est un petit peu un jeu de langage, et d'ailleurs, on le verra plus tard, elles s'en sont servies vraiment pour contrer l'ordre dominant établi. Ça veut dire en fait que les béguines sont religieuses, elles vont prêter certains vœux, mais pas le vœu de pauvreté. Et donc elles vont travailler, être autonomes financièrement, avoir des métiers, etc. L'autre particularité aussi, puisqu'elles font vœu de pauvreté, en fait elles peuvent devenir propriétaires. On est en autogestion, on est en non-mixité. Je ne sais pas si à l'époque c'est revendiqué politiquement comme le font aujourd'hui certains groupes militants féministes, mais en tout cas, vraiment à l'époque, les béguines, il faut savoir que pour les femmes, il y a deux options, soit rentrer au couvent et devenir bonne sœur, soit devenir une bonne épouse. Elle décide de changer les règles du jeu et de créer une nouvelle formule, et la formule s'appelle les béguinages. Donc elles travaillent, elles sont autonomes financièrement et elles peuvent aussi quitter la communauté quand elles le veulent. Ça, c'est aussi une particularité de ce mouvement. Ça leur donne évidemment une marge de liberté énorme. À l'époque, on se doute que c'est une espèce de porte de sortie par rapport au couvent. Les béguines restent très pieuses à l'apparition du mouvement parce qu'on est dans une société très très pieuse. Et donc voilà, Sainte-Bègue qui arbore fièrement son livre, tout ça, l'éducation, tout ça. On est toujours dans ces symboles et je trouve ça important. C'est vraiment un modèle, celui des béguinages, qui traverse 1000 ans d'histoire. Et donc sur 1000 ans, évidemment, le mouvement évolue, les mœurs évoluent. Et donc on n'est pas là face à quelque chose d'uniforme, arrêté dans la pierre. Second step, l'intérieur de l'église. Donc je vous invite à me suivre. Bienvenue ici dans l'église Saint-Jean du Béguinage. C'est une église qui date de 1657. Elle a été dessinée par Lucas Federbe dans un style italo-flamand. Une très belle église et qui a la particularité d'être une église très engagée. Tout le quartier ici, Sainte-Catherine, ça allait jusqu'au canal, quoi. Les béguines avaient vraiment des grands potagers, des grands champs, etc. Elles sont vraiment quasi autonomes en termes de nourriture, d'activité, etc. On se rend compte qu'en fait, effectivement, c'est gigantesque, quoi. On compte des centaines et des centaines de maisons. La particularité ici du béguinage, du grand béguinage de Bruxelles, c'est ce qu'on appelle un béguinage à plan de rue ou à plan de ville, puisque vous le voyez, il est traversé par ces petites rues. C'est vraiment comme une ville dans la ville, un petit village. Il faut savoir qu'avant que la typologie vraiment du béguinage nous reste aujourd'hui, et qui est d'ailleurs classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 20 ans, en fait, les béguines s'organisaient vraiment dans la ville. Elles achetaient une maison, et puis 2, 3, et puis en fait, elles créaient un petit agglomérat, un petit voisinage, un petit îlot. Et petit à petit, elles ont voulu vraiment formaliser ce type d'habitation. Et en le formalisant, en fait, elles ont créé les premières règles urbanistiques. Elles vont d'ailleurs inspirer les urbanistes et les architectes du début du XXe siècle. On peut parler du familistère de Gaudin à Anderlecht, mais on peut aussi parler des premières cités sociales, des premières cités jardins. C'est la première fois qu'on voit une homogénéité dans le bâti, vraiment un désir d'équilibre. Et c'est d'ailleurs pour ça, ici, malheureusement, au Grand Béguinage de Bruxelles, on le verra après, le plan a été revu pour s'adapter à l'agrandissement de la ville. Quand on parle justement de typologie urbaine, etc., il faut bien se rendre compte que les béguines, c'est un mouvement fondamentalement urbain. Elles ont besoin de la ville comme la ville a besoin d'elles parce qu'elles promulguent des services, etc. Et donc, c'est pour ça que les béguinages s'implantent toujours au cœur des villes ou à proximité des premières enceintes. Dès le XVe siècle, les béguines vont être accusées d'hérésie parce que c'est un mouvement qui fait peur.
Aujourd'hui, les sources historiographiques, etc., et religieuses vont placer l'origine des béguines venant de femmes nobles, pieuses, etc. Aujourd'hui, les historiens et les historiennes remettent cette hypothèse en question en disant qu'en fait, les premières béguines appartenaient à toutes les classes sociales, mais que dans un souci, on va dire, politique, de faire passer le mouvement, on les a vraiment présentées sous leur meilleur jour. Dans cette pluralité des identités sociales des béguines, on peut aussi se rendre compte aujourd'hui qu'il y a une continuité dans le tissu urbain. Je vous explique pourquoi. Donc, XIIIe siècle, fondation du béguinage, du grand béguinage de Bruxelles, différentes classes sociales, solidarité, altérité entre une communauté de femmes. 2020, tout ici, tout le quartier, c'est le CPAS, donc les logements sociaux, qui sont propriétaires de l'ensemble du quartier. C'est une des rares fois qu'on lit une continuité sociale dans le tissu urbain bruxellois de cette façon. C'est vraiment unique. Donc il faut vraiment se rendre compte qu'il y a une continuité dans la lecture urbaine et dans la continuité du tissu urbain qui est vraiment fondamentale et qui en fait aussi un lieu d'exception. Ici, on est dans un des rares endroits de Bruxelles qui porte le nom d'une femme. Et quand on parle aussi de représentation et de droit de cité, pour moi, c'est vraiment important de faire le parallèle aujourd'hui avec tout le débat qu'on a autour des noms de rue, etc. Des statues aussi, des œuvres d'art qui sont signées par des femmes. C'est intéressant justement parce que l'œuvre dont je vous parlais, Rue du Rouleau, elle est signée Huguette Liégeois, qui est une artiste, une sculptrice belge. Quand on a la chance à Bruxelles d'avoir un nom de rue ou une statue qui porte le nom d'une femme, elle est en général soit sainte, soit princesse. Autant vous dire que je pense que nous avons d'autres figures intéressantes à mettre en valeur qui ne sont ni princesses ni saintes. Et la petite particularité de Sainte Catherine, c'est qu'en fait c'est la patronne des jeunes filles. Quand les jeunes femmes ne sont pas mariées et qu'elles souhaitent se marier dans l'année, on prie Sainte Catherine. Donc de nouveau la dimension patriarcale, hop, qui arrive. Mais donc c'est intéressant parce que aujourd'hui c'est la légende urbaine, enfin l'espèce de pratique qui veut ça, mais Sainte Catherine est aussi protectrice des jeunes filles et elle avait aussi ce devoir de transmission, ce devoir d'éducation, etc. La rue du Grand Hospice et il y a aussi la rue de l'Infirmerie, ça correspond en fait à l'ancienne implantation de l'hôpital et de l'infirmerie des Béguines. Ici, on est devant le Grand Hospice Pacheco, qui correspond à l'ancienne implantation de l'infirmerie et de l'hôpital des Béguines. L'hospice Pacheco, pendant longtemps, a accueilli des malades, des personnes déficientes mentales, etc. Et depuis plusieurs années maintenant, il n'est plus occupé parce qu'il va y avoir des travaux de rénovation pour transformer ce lieu en habitat intergénérationnel, solidaire avec des jeunes habitants, des personnes âgées, la possibilité aussi de créer des formes d'entraide entre ces différents habitants et habitantes. Et donc c'est aussi, une fois de plus, une manière de lire la continuité sociale dans le tissu urbain. Malheureusement, on ne peut pas le visiter, mais l'espace de jardin vraiment central, c'est unique à Bruxelles. Il faut vraiment se rendre compte que c'est des espaces qui sont vraiment qualitatifs d'un point de vue architectural et urbanistique. Vraiment, enfin, c'est des espaces qui sont précieux dans une ville telle que Bruxelles. On vient à un autre petit élément. Peut-être vous connaissez une expression liée potentiellement aux béguines. Une expression qu'on utilise au quotidien. Laissez croire les béguines. Et les ai entendus les deux. Donc il y a laisser croire les béguines et avoir le béguin pour quelqu'un. Donc les deux sont originaires, s'inspirent évidemment du mouvement béguinal. Je vais d'abord vous expliquer l'expression laisser croire les béguines. C'est marrant parce que moi mon grand-père disait ça. Et quand j'ai annoncé à ma maman que j'allais faire tout un mémoire sur les béguinages, elle m'a dit oh, mais vraiment, mais tu sais que ton grand-père disait laisse croire les béguines, elles sont payées pour quoi. C'était vraiment vu comme des grenouilles de bénitier. Il y avait vraiment une image super négative autour des béguines sur la fin du mouvement, alors que comme je vous l'ai expliqué, elles étaient avant-gardistes sur tellement de points. Et c'est d'ailleurs une analogie que je fais aussi avec le mot féministe. De base, c'était aussi une insulte. En fait, ça désignait un homme efféminé. Et Hubertine Auclair s'est réapproprié ce terme, donc elle faisait partie des suffragettes françaises, elle s'est réapproprié ce terme en disant mais en fait
c'est pas insultant d'avoir d'avoir une apparence féminine. Et donc les béguines, moi je me dis toujours, peut-être que d'une certaine manière, elles étaient aussi en train de se réapproprier des termes moqueurs pour justement les valoriser. Et le béguin, ça vient de la coiffe que portaient les béguines. En fait, elles étaient coiffées des béguins. Et à l'époque, dire être coiffée de quelqu'un, ça voulait dire tomber en amour, quoi. Et donc, ça a donné par contraction avoir le béguin pour quelqu'un. C'était une coiffe très à la mode au 17e, enfin au 16e, 17e, 18e siècle. Et donc voilà, comme ça, quand vous penserez béguin, hein, toujours bien de se dire que les béguines sont, je dis on, j'adore comme je m'imagine béguine déjà, mais comme les béguines sont aussi associées à l'amour, moi je trouve ça génial, quoi, voilà. L'autre élément dont je voulais vous parler ici par rapport à l'hospice Pacheco, c'est justement cette question des néo-béguinages et des nouveaux béguinages aujourd'hui qui voient le jour et qui fleurissent un peu partout. C'est intéressant de voir, et comme je vous l'ai dit, je le répète parce que c'est important et que j'aime bien aussi finir mes visites sur cette note, c'est que les béguinages, au-delà d'être un mouvement religieux, mais aussi laïque, avec plein de chartes de vie différentes, enfin vraiment chaque béguinage a sa propre organisation, il faut vraiment se remémorer ça. Ça reste vraiment un socle historique sur lequel on peut s'appuyer. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ce n'est pas seulement la typologie, c'est aussi la façon dont les béguines s'organisent. En fait, les béguines, elles élisent tous les 2 ans une grande maîtresse, c'est la chef du béguinage. Et cette grande maîtresse, vraiment, à la fois doit revoir la charte, s'assurer aussi que la charte est respectée, hein, donc ça veut aussi dire infliger parfois des punitions. Je veux dire, tout n'est pas joyeux au XIIe et XIIIe siècle, hein, on ne va pas se leurrer. Et elle a un conseil des anciennes qui l'aide dans ses choix, ses décisions. Elle tient aussi les comptes du béguinage. Et vraiment, en fait, quand les béguines élisent tous les 2 ans cette grande maîtresse ou cette grande dame, hein, il y a 2 appellations possibles, en fait, c'est aussi de nouveau une forme ancienne de nos assemblées générales d'aujourd'hui. Donc elles avaient vraiment mis en place un mode de vie participatif, en autogestion. Enfin, c'est vraiment à la fois du meuble, du mode d'organisation, de l'urbanisme, du type de vœu, de leur foi, tout vraiment, c'est une espèce d'œuvre d'art totale comme ça, où tout est pensé de façon égalitaire, de façon soucieuse de l'autre, dans vraiment le soin et l'altérité vis-à-vis, vraiment ce rapport à l'autre qui est vraiment important. Et donc voilà, et donc moi je ne suis plus étonnée de voir des béguinages fleurir ici à Bruxelles, ailleurs en Allemagne, et je pense que dans les années qui vont venir, on va encore en voir de plus en plus. Et là, je vais clôturer avec 2 projets aujourd'hui qui voient le jour. Le premier, c'est le projet Calico, donc qui s'appelle Calico parce que c'est Care Living Community. C'est un projet qui est porté par le Community Land Trust et par la SBL Angela Day, le logement par les femmes, pour les femmes. Donc il y a vraiment de nouveau, vraiment cette dimension du béguinage qui pour moi, même si on ne retrouve pas l'appellation béguinage, il y a cet héritage, c'est vraiment un matrimoine, c'est quelque chose qu'on hérite des femmes. Et le deuxième projet, j'en parlais tout à l'heure à une participante, c'est la maison des Baba Yaga dont on a beaucoup entendu parler à Montreuil, qui a été portée par Thérèse Claire entre autres, où vraiment on essaye de repenser aussi comment vivre vieux et vivre mieux. Il y a vraiment aussi cette dimension, comment est-ce qu'on vit âgé, comment est-ce qu'on vit de façon intergénérationnelle, comment est-ce qu'on vit avec des enfants, comment est-ce qu'on enseigne, comment est-ce qu'on prodigue des soins. Enfin, tout ça, vraiment, les béguinages et leur histoire peuvent amener des éléments de réponse. Et donc voilà, je vous invite vraiment à faire comme moi, à aller dans chaque béguinage de Belgique, vous imprégner de cette identité et de cet héritage parce qu'il est vraiment hyper riche. Voilà. Merci beaucoup.